Le bilan, c'est surtout la réaffirmation qu'enseigner, c'est un métier qui s'apprend. Et je pense qu'on ne pouvait pas en faire l'économie. La remise en cause de la formation initiale a été absolument désastreuse et il est important de réaffirmer que ce métier s'apprend. La question, c'est que comment ce métier s'apprend, et on se rend compte aujourd'hui, on est au milieu du gué, on se rend compte de l'insuffisance des 2 années de formation. Alors on se pose la question évidemment de la place du concours, du master, de quel master, quel master, un master qui ne serait évidemment pas fermé, qui permettrait aussi de s'ouvrir, de permettre... mais on se pose aussi la question des stages, et ça a été dit tout à l'heure, il ne faut pas dans ces 2 années que l'on mette à la fois du contenu indispensable et qu'à la fois les jeunes collègues soient trop vite sur le terrain. Donc il faut donner du temps au temps. Les 2 années de formation doivent servir à des stages d'observation, des stages de pratique accompagnée, mais il faut utiliser l'année de titulaire première année, la première année, pour continuer cette formation et là aller vers des stages en responsabilité. Et l'année de T2, la poursuivre avec des modules de formation spécifiques qui répondraient aux besoins. Et ensuite, on pourrait ainsi irriguer toute la profession en formation continue, largement absente, mais on y reviendra. Se pose aussi la question, cette question de la formation, elle est importante parce qu'elle pose la question de l'attractivité du métier. Ça commence à se savoir que c'est difficile d'entrer dans ce métier. Et cette idée que notre métier entrerait par une forme de souffrance n'est pas bon pour l'image de notre métier. Il y a d'autres éléments de l'attractivité de notre métier, des salaires à la hauteur de notre responsabilité, par exemple. Mais il y a aussi la question de la formation. Et avoir des personnels qui soient bien formés, qui aient le temps d'entrer dans ce métier sans souffrance, en ayant un véritable accompagnement, serait un des outils qui nous permettrait de rendre ce métier attractif. Et il y a une urgence sur cette question. Il faut redonner un petit peu les lettres de noblesse à un métier qui a été dit à plusieurs reprises ô combien passionnant. Donc il y a nécessité à ce que on pense à cet élément-là dans le cadre de la formation continue, en l'allégeant au maximum et en permettant l'année de T1 et de T2 de continuer, d'avoir un continuum de formation avec des stages progressifs dans les années DM1 et M2. Je crois que j'ai à peu près dit l'essentiel pour cette partie premier degré. Je voulais juste dire qu'il va falloir qu'on se redéfinisse un petit peu entre accompagnement et formation. Il y a quelquefois le sentiment qu'il y a une confusion entre le fait qu'on soit formé, le fait qu'on soit accompagné. Or, c'est 2 choses distinctes qui se complètent, qui s'articulent et qui sont indispensables. Mais il va falloir bien se clarifier sur ces 2 pôles-là parce qu'il nous faut des contenus solides, mais il nous faut aussi un accompagnement solide. Peut-être peut-on s'appuyer aujourd'hui sur les nouvelles fiches de poste, on va dire, de nos inspecteurs de circonscription en ce qui concerne le premier degré. Oui, alors en ce qui concerne la formation continue, il faut quand même toujours rappeler que les pays d'égale économie qui ont réussi à faire progresser leur système éducatif ont misé sur la formation continue, ce qui ne se fait pas en France, et là c'est un véritable écueil. Et oui, les effectifs, ce matin il était dit que les effectifs n'avaient pas d'effet. Si les effectifs, la baisse des effectifs a un effet, mais elle a un effet d'autant quand l'enseignant évidemment a amélioré ses gestes et ses pratiques professionnelles au fur et à mesure qu'il a croisé la recherche à travers la formation. Donc nous sommes loin du compte. Là, on a un vrai chantier. On a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine. La formation continue, c'est un domaine qui doit répondre à plusieurs ambitions à la fois, donc c'est très complexe. Ça doit répondre à la fois, pour ce qui concerne le premier degré, aux besoins spécifiques de sa propre école, des questions que nous rencontrons à l'intérieur de l'école. Ça doit permettre un apport en didactique, ça doit permettre un apport sur l'évolution des pratiques, des gestes professionnels. Ça doit permettre, on l'a dit, l'articulation entre la formation initiale et la formation continue, donc
cette notion de formation continuée. Ça doit aussi former aux pédagogies coopératives, aux pédagogies innovantes. Ça doit permettre de croiser la recherche, on l'a dit, et de permettre une interaction entre la recherche et le terrain. C'est tous ces ponts-là, et ça doit permettre aussi de former les propres formateurs, puisque pour être bien formé, il faut aussi que nos formateurs le soient également. Donc la formation continue, elle a plusieurs ambitions, et je les cite encore pas toutes, pour se développer. Donc là, vous voyez, on est très loin du compte. Ce que nous souhaitons, et là-dessus, nous souhaitons être très clairs, c'est une formation continue en présentiel. Ce matin encore, Stanislas Dehaene, pour ne pas le nommer, disait, le conseil scientifique se met en place, vous l'avez tous vu, et donc nous proposerons des formations en ligne. C'est juste désastreux. Parce que ce dont nous avons besoin, les enseignants, c'est de sortir de l'isolement et d'avoir des disputes professionnelles. C'est ce qui nous permet de construire de nouveaux gestes professionnels et d'améliorer nos pratiques. Ce n'est pas tout seul derrière un outil numérique que nous pouvons progresser. Nous pouvons acquérir éventuellement des connaissances, ça là-dessus nous pouvons être d'accord, mais ça ne suffira pas à permettre aux enseignants de progresser. Donc là-dessus, nous sommes formels. Il faut des temps collectifs et des temps en présentiel où on se rencontre, où on échange, où on mutualise. Cela aussi fait partie de la formation. Il faut faciliter aussi, puisque vous parliez de modalités, les formations de bassin d'école. Il y a des spécificités aux écoles, des questions qui se posent dans une école qui ne se posent pas nécessairement de la même façon dans une autre, ou qui peuvent se poser dans plusieurs écoles aussi. Il faut favoriser aussi ces formations qui sont au plus près des besoins des collègues. Il faut envisager aussi des possibilités de transmission par pair. Il est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe dans la classe d'à côté. Comment on met en place telle et telle séance. Je suis débutant, je suis en 3e année, on me dit que l'année prochaine, je vais avoir un cours multiple. J'aurais envie d'aller voir ce qui se passe dans la classe d'à côté qui a un cours multiple. Ce sont des choses relativement simples, mais qui font aussi partie de la formation. Cette transmission peut aller aussi des anciens vers les plus jeunes, parce que nous sommes un métier où on ne transmet pas. On s'en va avec nos sacs, nos cartons et aujourd'hui nos clés USB. Il y a la possibilité, par exemple, dans les écoles d'éducation prioritaire, il y a un temps d'allègement qui est proposé, qui peut servir aussi de temps de formation, d'échange, de mutualisation, si peu qu'on ait aussi des personnes ressources qui peuvent venir aussi nous y aider. Il faut aussi permettre que dans les écoles, il y ait ces temps-là. Il faut aussi permettre, on a parlé du lien avec la recherche, il faut aussi permettre aux étudiants d'entrer dans une dynamique autour de la recherche. Ils ont un niveau master, ils peuvent aussi intégrer ce qu'on appelait les recherches-actions. Je crois que le terme n'est plus utilisé, mais je crois qu'on comprend ce que ça veut dire, comment on peut aussi faire de nos jeunes enseignants des enseignants-chercheurs à leur tour pour irriguer la recherche. Ça, ce sont les dispositifs qui sont plutôt pour répondre aux besoins de l'école d'aujourd'hui. Ensuite, la formation continue, vous l'avez dit, elle traverse chacun de nous. La formation tout au long de la vie, c'est aussi une histoire individuelle, c'est aussi une histoire de parcours qui bouge, c'est aussi une histoire de mobilité. Donc on doit pouvoir aussi, à travers la formation continue, pouvoir présenter, se préparer à d'autres concours éventuellement. Ça peut être aussi des concours qui sont intramuros, qui sont des concours éducation nationale, comme la certification pour être IMF par exemple. Mais on doit pouvoir articuler davantage aussi, de permettre en tout cas à chacun d'aller valider aussi des acquis par le biais de l'université. On aurait pu penser, puisque vous dites qu'on traite les deux questions dans le même temps, on aurait pu penser que les SP intégrés à l'université auraient permis davantage ce biais, et on aurait pu imaginer qu'on ait des facilités pour retourner avec des congés formation, retravailler des diplômes, penser une VAE, etc. Malheureusement, dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de la reprise d'études, dans le domaine de la préparation au concours, on voit qu'on est très loin du compte. Donc on a aussi tout ce travail-là à mener. Dans le domaine de la formation continue,
on a plus à faire qu'à s'appuyer sur l'existant.